Bonjour, je voudrais tout d'abord, avant de commencer mon exposé, remercier l'Institut de recherche et d'études de la libre pensée et en relation avec la mairie de Paris de m'avoir invité pour vous parler du 110e anniversaire de la loi de séparation des églises et de l'État du 9 décembre 1905. 110 ans déjà, 110 ans pourquoi, il est intéressant de revenir notamment sur le contenu de la loi et sur le rôle et l'action de la libre pensée. Nous avons dans notre revue culturelle L'Idée libre fait une sorte de recension historique sur l'évolution en traitant 1905, 1995, 2005, 2015. En 1905, c'est la libre pensée qui est le véritable fédérateur de tous les courants d'opinion, militants, syndicaux, politiques, maçonniques, pour faire la loi et faire adopter la loi de 1905. Alors bien évidemment, c'est pas que la libre pensée, mais ce qui était important à l'époque, c'est que la libre pensée a été le noyau et on peut dire un peu le centre organisateur du combat qui a vu le triomphe de la loi. En 1995, donc 90 ans après le vote de la loi, nous nous sommes posé le problème de comment mettre en avant cette loi de séparation. En 1995, la laïcité, la loi de séparation des églises et de l'État, ce n'était pas quelque chose de très moderne, entre guillemets, de très médiatique. Maintenant, tout le monde parle de laïcité, on ne peut que s'en féliciter, même si beaucoup en parlent mal. Mais à l'époque, nous avions donc décidé, pour renouer avec notre action de 1905, de faire une grande manifestation de rue pour le 90e anniversaire et expliquer que nous étions toujours pour la défense de cette loi qui avait été profondément modifiée par le régime de Vichy et que notamment nous avions, nous, gardé deux choses importantes, la revendication de l'abrogation du statut clérical d'Alsace-Moselle et puis l'abrogation de la loi de Bray, qui avait vu défiler contre elle des centaines de milliers de personnes et signer des pétitions avec des millions de personnes, 11 millions à peu près, qui représentaient d'ailleurs à l'époque la majorité du corps électoral, puisque pour signer la pétition pour l'abrogation de la loi de Bray, enfin pour le non-vote de la loi de Bray, il fallait mettre sa carte d'électeur, et donc les dirigeants laïcs de l'époque avaient indiqué très clairement que la majorité électorale était pour en finir avec la loi de Bray, pour son abrogation, pour qu'elle ne se développe pas. En 1995, on fait une manifestation de rue, nous étions plus de 10 000. Ça a eu des conséquences importantes puisque le chroniqueur religieux du Monde, qui à l'époque s'appelait Henri Tinck, dont on ne dira d'ailleurs jamais assez de mal, avait dit combien je vais mettre dans le monde de participants. Ça l'interrogeait. Je lui avais dit à l'époque, les renseignements généraux qui existaient disaient 8000, est-ce que vous allez faire moins? Donc ça l'avait un peu interpellé dans son vécu. Et il avait donc annoncé 10 000. Et suite à l'article qu'il avait fait, qui était assez correct, René Raymond, la réaction fait homme, avait quelques décennies avant sorti un ouvrage qui s'appelait L'histoire de l'anticléricalisme de 1815 à nos jours. Et il terminait son ouvrage en disant l'anticléricalisme est mort parce que l'Église a changé et qu'il n'y a plus de cléricaux. C'était son point de vue. Et après la manifestation de 1995, il fait un papier dans la revue Études des Jésuites en disant l'air voilà. Bon, on croyait qu'on en avait fini avec les anticléricaux, mais les revoilà. Ce qui est important, c'est qu'en 1995, pour réussir cette manifestation et cet anniversaire, la libre pensée sortait d'une grande période de léthargie, qu'en termes galants ces choses-là sont dites, et qu'il fallait à nouveau redynamiser la libre pensée, puisque jusqu'en 1939, la libre pensée était extrêmement vivante et vivace. Le régime de Vichy, qui a interdit la libre pensée, ne l'a évidemment pas aidé. Et puis, il y a eu un changement dans les viviers naturels de la libre pensée, qui étaient le mouvement syndical et surtout les partis de gauche.
Donc les partis de gauche n'étant plus que l'ombre de ce qu'ils avaient pu être au début du XXe siècle, la libre pensée avait donc un peu périclité, à l'instar de l'idéal laïque. Donc nous avions fondé en 1995 ce que nous appelions le Centre de liaison et d'initiative laïque, avec des militants de toute tendance et de toute sensibilité, et nous avions ensemble organisé cette manifestation. Pour le 100e anniversaire, nous n'avons pas eu besoin de constituer un organisme de ce type, mais nous avions été aussi au centre de la convergence de beaucoup, et tout le monde se souvient, enfin tous ceux qui y étaient en tout cas, du 100e anniversaire et de la manifestation du 10 décembre 2005, qui avait vu 12 000 personnes dans la rue, de manière très diverse et variée là aussi, avec un meeting important à la fin de cette manifestation, qui avait vu des milliers de gens, et notamment des milliers de francs-maçons, crier sans doute pour la première fois de leur vie à bas la calotte, ce qui avait provoqué un certain sentiment assez amusant. Mais nous avions réussi, mais dans le cadre un peu, on pourrait appeler ça d'une sorte de collectif qui ne disait pas son nom. En 2015, pour le 110e anniversaire, nous avons fait tout à fait autre chose. C'est la libre pensée qui, en janvier 2015, toute seule, a appelé à une manifestation qui devait avoir lieu le 5 décembre. Et nous avons, pendant toute l'année, contacté tel syndicat, tel parti, telle organisation laïque. Et la manifestation du fait de l'état d'urgence n'a pas pu se tenir. Et nous avons transformé, grâce à la mairie de Paris, cette tentative en un essai fructueux dans le gymnase Japy, donc, où nous étions près de 2500 à nous rassembler sur un mot d'ordre central qui était l'abrogation de la loi de Bray, c'est-à-dire que nous déclinions l'actualité de la loi de séparation des églises et de l'État sur un aspect qui était le non-financement public des cultes et donc des œuvres et l'enseignement catholique qui représente 97% de l'enseignement privé en France et largement financé à hauteur de près de 10 à 12 milliards d'euros de fonds publics tous les ans. Et nous avions donc décidé dans ce meeting de mettre au centre cette question de l'abrogation de la loi de Bray, qui est une question centrale. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on voit dans un rapport égalitaire, les associations qui ont participé à ce meeting, hein, il y avait la Ligue de l'enseignement, il y avait la Ligue des droits de l'homme, l'Union rationaliste, d'autres organisations comme Laïcité Liberté ou l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, des organisations syndicales nationales de la CGT, de Force ouvrière, ça donnait quand même une dimension extrêmement importante, réunie autour de l'initiative de la libre pensée. Et toutes ces associations ont manifesté, bien sûr, des fois des nuances, des approches différentes, mais un accord total sur la question de l'abrogation de la loi de Bray, même si certaines ne mettent pas ça au centre de leur activité, mais tout le monde était d'accord pour dire ça. Et ça a été quelque chose d'extrêmement important, et quand on compare le 90e anniversaire, le 100e et le 110e, on s'aperçoit que la libre pensée a véritablement été le moteur de ça, et a renoué réellement avec son histoire, et qu'elle a été, en quelque sorte, selon une formule un peu consacrée, le centre de l'union laïque, c'est-à-dire le moteur de ce rassemblement. Quand vous mettez en même temps et à côté, sur un point de vue identique et rassemblant, la Ligue libre pensée, la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement et l'Union rationaliste, vous avez les 4 organisations historiques de la laïcité. Bon. À côté de ça, il en manquait une 5e, qui était le Grand Orient de France, qui au début devait y participer, puis après, pour des problèmes plutôt internes et de relations politiques, s'est retiré. Mais le socle des associations historiques de la laïcité était présente. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Ça n'a pas toujours été le cas d'avoir de bonnes relations avec la Ligue de l'enseignement, avec la Ligue des droits de l'homme. Chacun a eu une histoire un peu tumultueuse, mais ce qui est extrêmement important, c'est que la situation a permis en fait qu'on se retrouve et qu'on renoue des liens et qu'on agisse ensemble. Donc ça, c'était un peu le contexte qui a abouti au 110e anniversaire de la loi, et nous en sommes très satisfaits. Alors pour revenir sur la loi de 1905,
Ce qui est très important, c'est de voir que cette loi imposait une question et un principe, elle l'a établi, elle l'a réalisé, c'est le respect absolu de la liberté de conscience. Pour revenir à ce contenu, on peut faire un retour en arrière sur la Révolution française, quand la Révolution adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 26 août 1789, elle pose une affirmation. Il y a un parallèle, c'est l'homme a des droits uniquement parce qu'il est homme et tous les hommes sont égaux en droit. C'est une affirmation. Ça casse avec l'Ancien Régime, où bien évidemment l'homme n'est pas un citoyen, c'est un sujet, et il n'a que des devoirs envers son créateur, c'est-à-dire Dieu, mais comme personne, à part Claudel derrière sa colonne dans l'église, ne l'a rencontré, mais tout le monde connaît bien évidemment, par contre, le représentant de Dieu sur terre, qui s'appelle l'Église catholique. Et donc, les devoirs envers Dieu, c'est surtout des devoirs envers l'Église catholique. Donc les révolutionnaires disent on crée le citoyen, l'homme a des droits, pour la seule raison, non pas qu'il est une créature de Dieu, mais qu'il est un citoyen, donc l'homme a des droits parce qu'il est homme. Et tous les hommes sont égaux en droit. Mais si la révolution s'arrête là, elle a fait une pétition de principe excellente, révolutionnaire, hein, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick de manière extraordinaire. Bon. Et que fait la Révolution, puis plus tard la République, c'est que pour assurer l'égalité en droit, il faut qu'il y ait des droits. Donc il faut les créer et il faut donner les instruments et les moyens de faire ces droits. Et ce qui est consubstantiel à la notion de droit et d'égalité des droits, c'est le fait qu'il y a la création par la Révolution puis la République de services publics. Le droit à l'instruction, par exemple, ne peut exister que si vous avez une école publique. Le droit à la santé, aux soins en tout cas, pas à la santé, mais le droit aux soins, ne peut exister que si vous avez des médecins, que si vous avez des hôpitaux. Le droit à des enterrements civils, ça veut dire aussi des cimetières municipaux et non plus des cimetières liés à la botte de l'Église. Donc, vous créez des droits, mais s'il n'y a pas un outil qui vous permet de les mettre en application, ces droits, eh bien, ça reste dans le domaine du vœu pieux. Donc, il y a une idée, un principe, et il y a un outil. L'idée, c'est l'égalité en droit, l'outil, c'est les services publics. Et d'ailleurs, il faut noter qu'aujourd'hui, du fait des politiques économiques de la Banque mondiale, du FMI et de l'Union européenne, on assiste à une privatisation des services publics. Hein, une marchandisation, on peut même dire. Dans l'Ancien Régime, et c'est important d'avoir un peu ce recul, dans l'Ancien Régime, bon, l'État n'a que des fonctions régaliennes. Hein, la police, l'armée, la justice et la diplomatie. Tout le reste de ce qui peut caractériser un État moderne, c'est-à-dire l'école, l'instruction, les hôpitaux, les soins, la santé, et même la collecte de l'impôt, tout ça est dévolu à des organismes de rang inférieur, qui sont soit l'Église pour, alors on ne va pas dire pour l'instruction, mais pour la non-instruction. Bon, parce qu'à l'époque, 95% des gens ne savent ni lire ni écrire, et encore moins compter. Les soins, c'est dans les hôpitaux, dans l'hôpital Dieu, dans tous les hôpitaux Dieu qui ont été faits pour les pèlerinages. L'impôt, c'est-à-dire que cette collecte, elle est faite par les fermiers généraux qui se servent allègrement au passage. Donc, hormis la guerre, la police, l'armée et la diplomatie, l'État confie à des organismes de rang inférieur les missions qui normalement devraient être dévolues à un État moderne. Bon, et ben aujourd'hui, par le principe de subsidiarité, qui est le principe issu de l'Ancien Régime, et ben on assiste exactement à la même chose, puisqu'on confie au secteur marchand, alors c'est plus tellement à l'Église, sauf dans le domaine de l'éducation et de l'instruction, mais dans les autres domaines, c'est surtout le secteur marchand, on privatise les services publics, on les confie à des organismes de rang inférieur, et tout ça, on démantèle le service public. Donc c'est une conception qu'on a aujourd'hui, qui est une conception qu'ils ont, les institutions, tout à fait réactionnaire et rétrograde. On en revient à une situation hantée au 26 août 1789 et le mouvement que ça avait développé du point de vue des droits, de la démocratie, de l'égalité.
Quand les républicains, en 1905, se posent le problème d'en finir avec le concordat bonapartiste de 1801, qui a été étendu par les actes organiques en 1804 et 1808, qui fait le concordat, une chose, c'est que les deux confessions protestantes, la religion catholique et la religion de la majorité des Français, et la religion israélite, ces religions-là, sont des services publics. Et les prêtres, les rabbins, les pasteurs sont des fonctionnaires, et donc ils sont assimilés, ils sont payés comme des fonctionnaires. D'ailleurs, à la fin de leur travail, ils sont considérés, ils touchent la pension, ils sont en retraite, donc ce sont des fonctionnaires. Les religions sont des services publics, les religieux sont des fonctionnaires. Tout, dans le cadre du concordat, est mélangé. Et il n'y a pas de secteur privé, il n'y a pas de service public, tout ça forme une seule entité. Les révolutionnaires et les républicains, le mouvement démocratique et syndical et politique qui veulent séparer les églises de l'État ont un problème extrêmement important à régler, c'est que séparer les églises et de l'État, ça veut dire amener les religions, et principalement l'Église catholique, dans le domaine du privé, du secteur et du domaine du privé, du secteur privé. Sauf que le secteur privé n'existe pas. Et donc il faut le codifier. Il faut le créer juridiquement pour bien opérer la distinction entre ce que nous appelons maintenant la sphère publique et la sphère privée. Donc le premier acte que vont faire les républicains pour organiser la séparation, c'est qu'ils vont faire la loi de 1901 sur la liberté de l'association. Et si vous avez la curiosité de lire la loi de 1901, eh bien, les 3/4 de la loi sont consacrés aux questions des congrégations religieuses. Elle est devenue, dans l'imaginaire collectif, une loi sur la liberté d'association, ce qui est vrai, puisque cette loi, et y compris ses extensions, permettent à n'importe qui de faire n'importe quelle association pour n'importe quel objet, pour faire n'importe quoi. Bon. Ça a développé, comment dirais-je, une conception citoyenne extrêmement importante. Je crois que la catégorie la plus importante socio-culturelle dans ce pays, c'est président d'association. En règle générale, on est tous présidents de quelque chose, hein, voire même plusieurs fois présidents. Bon, et ça a permis de développer cette conception du secteur privé, de la sphère privée, où chacun est libre de faire strictement ce qu'il veut. Bon. Une fois que la loi de 1901 a été créée pour fonder juridiquement la sphère privée, les républicains ont fait une deuxième loi extrêmement importante, qui est la loi de 1904 contre les congrégations religieuses. Bien. Cette loi a été abrogée par le régime de Vichy et n'a jamais été rétablie par personne depuis la libération. Cette loi, elle est extrêmement importante. Alors, ça peut sembler un peu technique, mais les républicains sont confrontés à un problème. Le clergé, il y a deux types de clergé dans l'Église catholique. Il y a ce qu'on appelle le clergé régulier, c'est-à-dire le clergé des ordres, et le clergé séculier, c'est-à-dire le clergé, entre guillemets, dans le siècle. Alors, à l'époque, ils ont tous des soutanes, des robes de bure et tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas du tout le même clergé. Par exemple, le clergé séculier, qui est monsieur le curé, bon, monsieur le curé a le droit d'avoir une bonne. Bon. Et il peut avoir des relations avec sa bonne tout à fait conformes au droit canon, puisque le prêtre séculier fait vœu de célibat, mais ne fait pas vœu de chasteté. Donc, toutes les relations sur la bonne du curé, n'étaient pas du tout en contradiction avec le droit canon et avec la constitution du clergé séculier. Bon, donc il n'y avait pas du tout de problème, il avait simplement, le curé, pas le droit de se marier. Bon, ce qui n'était pas extraordinaire, mais enfin, il avait quand même d'autres possibilités. Par contre, le clergé régulier, c'est-à-dire le clergé des congrégations, des ordres, prononce 3 vœux: le vœu de célibat, le vœu de chasteté, ah oui, ils n'ont pas le droit du tout, eux, et le fait de vivre selon une règle définie par la congrégation. C'est ce que le juriste catholique Jacques Robert définit, donc les trois règles qui déterminent ce que c'est qu'une congrégation: célibat, chasteté et vivre selon une règle. Bien. Et il y a certaines règles de congrégation, comme l'a souligné notre amie belge Anne Morelli, qui, si vous expliquiez ce que c'est que certaines congrégations religieuses, c'est des sectes. Hein.
bon, pour abrutir les gens, les domestiquer, les dominer. Donc les républicains disent le clergé séculier ne pose pas en tant que tel de problème, mais par contre le clergé congréganiste, les ordres, posent un véritable problème, c'est que si on fait vœu d'obéissance, vœu selon lequel de vivre selon une règle, le citoyen n'a plus de liberté, ou la citoyenne, puisqu'il y avait les congrégations féminines. Et notamment, était dans le collimateur des révolutionnaires et des républicains, le fait que les congrégations enseignantes avaient obligation d'enseigner la vérité révélée. Alors là, il y a eu tout un débat à l'époque, alors ça peut sembler un peu désuet, parce qu'ils ont été obligés de se plier, mais si vous enseignez à vos élèves la vérité révélée, vous tuez un principe qui est la découverte de la réponse, et la recherche de la solution. Donc c'est quelque chose qui est totalement antithétique avec la notion d'enseignement, d'instruction, de développement du savoir. Parce que le problème, c'est pas de dire bah, vous allez apprendre par cœur ça. Alors peu importe ce que, d'ailleurs, au bout du compte, c'est pas ça le problème à ce niveau-là. Mais vous n'avez pas à réfléchir, chercher, travailler pour trouver une réponse. La réponse, elle est là. Voilà. Donc qu'est-ce que vous faites? Bah, vous faites les chiens de Pavlov. Hein, vous ne faites pas des citoyens qui doivent trouver des réponses. Donc les républicains ont dit ça, c'est pas possible. D'abord, c'est une atteinte à l'esprit de l'enseignement tel qu'il doit être du point de vue pédagogique. Et deuxièmement, c'est une atteinte aux droits des personnes. Parce que ceux qui étaient dans les congrégations n'avaient pas le droit de sortir des congrégations. C'était facile d'y rentrer, c'était très difficile d'en sortir. Donc c'était une atteinte aux libertés démocratiques et aux droits des gens de se comporter librement. Et c'est pour ça qu'en 1904, le gouvernement décide que toutes les congrégations qui existent sur le territoire de la République doivent demander une autorisation pour exister. Il y a à l'époque 1500 congrégations religieuses présentes en France. Toutes demandent leur autorisation, toutes les autorisations sont refusées, sauf 3. Et les 3, congrégations qui sont autorisées par le gouvernement sont des congrégations d'ordre militaire ou d'ordre missionnaire colonial. Bon, c'est l'ampleur et la limite de la Troisième République. On est pour la laïcité en France, mais pas ailleurs, quoi. Donc, et puis les jésuites, les missionnaires, tout ça, ça servait l'empire colonial. Mais quand même, sur 1500 congrégations de l'époque, il n'y en a que 3 qui sont autorisées. Bien. Et ensuite, une fois qu'on a créé la loi de 1901 qui codifie juridiquement la sphère privée, une fois qu'on a réglé le problème des ordres religieux et des congrégations, sans toucher au clergé séculier, c'est-à-dire au curé de tout le monde, de monsieur tout le monde, les républicains disent on va maintenant procéder à la séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire qu'on va déterminer un domaine qui est un domaine de la sphère publique, et un domaine qui est la sphère privée, et avec une très nette séparation entre les deux domaines. Dans le domaine de la sphère publique, c'est-à-dire qu'on peut dire l'État, l'administration, les collectivités territoriales, les services publics au sens large du terme, bien évidemment, l'article 1er de la loi dit « La République assure la liberté de conscience », c'est-à-dire qu'elle détermine un principe qui est le même, au bout du compte, quelque part, que celui du 26 août 1789, l'égalité en droit. Donc la République affirme un principe, la liberté de conscience doit être respectée pour tous les citoyens et citoyennes de ce pays. Mais s'il n'y a pas un moyen, un outil, pour mettre en œuvre ce respect de la liberté de conscience, ça reste un vœu pieux. Donc, et là, on aboutit à quelque chose de très fort. L'article 2 de la loi crée l'outil pour faire respecter la liberté de conscience. Et ce qui est dit l'article 2 de la loi, c'est en conséquence, c'est très important, donc en conséquence du respect absolu de la liberté de conscience, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. C'est-à-dire que la République, dans toutes ses déterminations publiques, ne reconnaît pas, ne subventionne pas, ne salarie pas les cultes. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, après, il y a eu des débats de jésuites, ne reconnaît pas les cultes. Ça ne veut pas dire qu'elle ne connaît pas les cultes. Elle ne les reconnaît pas. Vous êtes parents, père et mère, hein, ou que père ou que mère. Bon. Vous reconnaissez un enfant.
Quand vous reconnaissez un enfant, c'est pas le dire « Tiens Marcel » ou « Tiens Georgette, bonjour, je te reconnais. Hein. Comme disent les nordistes, je te reconnais, t'es de main coin. Bon, c'est pas ça du tout. Reconnaître, c'est un terme juridique qui fait que quand vous donnez votre nom, que vous reconnaissez un enfant, vous lui ouvrez des droits. Donc quand la République dit « la République ne reconnaît aucun culte », c'est qu'elle n'ouvre aucun droit au culte. Ça ne veut pas dire qu'elle les méconnaît. Ça veut dire qu'elle ne leur ouvre pas droit à quoi que ce soit. Et ne salarie et ne subventionne, c'est extrêmement clair. C'est-à-dire qu'en fait, la République assure et proclame la liberté de conscience de tout le monde et proclame sa neutralité en matière métaphysique. Et dans l'esprit des républicains, la neutralité en matière métaphysique, ça veut dire, d'un côté, un État qui dirait « tu dois croire en Dieu », bah, c'est un État totalitaire, et un État qui dirait « tu ne dois pas croire en Dieu », c'est aussi un État totalitaire. La liberté de conscience, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, de croire comme on veut, de ne pas croire comme on veut. Bon. Donc c'est-à-dire que l'État dit, Francis de Pressensé, qui est à l'époque le président de la Ligue des droits de l'homme, a cette formule fantastique qui résume tout, il dit « la République, l'État s'arrête où commence la conscience ». C'est-à-dire que l'État, contrairement à tout ce qu'on a pu connaître dans le passé, en France, en Europe et dans le monde, l'État n'a pas de point de vue à dicter aux individus sur ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent croire ou pas croire. C'est-à-dire que l'État s'arrête là où commence la pensée, la conscience. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc on en est comme dans le basculement du 26 août 1789, on proclame un principe et on donne un outil. À partir du moment où la République dit on ne subventionne aucun culte, on ne reconnaît aucun culte. Bah, nous rentrons de plein pied dans le débat actuel et les violations de la laïcité. Quand, par exemple, à la mort de Jean-Paul II, on met les drapeaux de la République en berne, bon, ça veut dire qu'on reconnaît un culte. Alors, les réacs, les cathos, de droite comme de gauche, disent mais on n'a pas salué, on n'a pas mis les drapeaux de la République en berne pour un chef religieux, on a mis ça pour un chef d'État. Bon, ce qui est complètement faux, parce que c'est pas parce qu'un chef d'État meurt, comment dirais-je, qu'automatiquement les drapeaux de la République sont en berne. Hein, parce que si on le fait pour un, il faut le faire pour tous, si c'est ça l'argument. Bon. Donc tout ça c'est un mensonge, donc c'est bien parce que c'est l'État du Vatican, enfin, qu'on appelle le Saint-Siège, que, en fait, c'est un hommage de la République à un chef religieux. Donc ça, c'est une hypocrisie. Deuxièmement, comme le rappelait notre regretté président Marc Blondel, si vous nous dites que c'est un État, bon, bah, on va discuter, le Vatican, de quel État, de quel type d'État c'est. Bon, alors, on peut s'amuser. Hein. Alors d'abord, premièrement, ça va surprendre le public, mais le Vatican, si on considère que c'est un État, il faut considérer que c'est le premier État communiste du monde. Parce que vous avez quand même dans le discours réactionnaire et antisocial et antidémocratique actuel, vous avez, par exemple, il y en a qui disent qu'à partir du moment où dans une société, vous avez plus de 30% de fonctionnaires dans un État, dans un pays, vous êtes dans un État communiste. Hein, c'est les théories du libéralisme et tout ça. Bon. Alors bon, on peut penser ce qu'on veut de cette affirmation, mais enfin, si on applique ça à l'État du Vatican, le problème au Vatican, c'est qu'il y a plus de fonctionnaires que de citoyens. Hein, parce que pour avoir la citoyenneté vaticane, bon, si vous n'êtes pas criminel de guerre nazie en fuite, vous ne l'avez pas. Hein, bon. Donc il y a au Vatican plus officiellement de fonctionnaires que de citoyens. Alors si à 30% vous êtes dans le communisme, donc à 120, 150, 200%, vous êtes dans quoi? Bon. Par ailleurs, si c'est un État qui n'a ratifié aucune déclaration des droits de l'homme internationale et universelle. Hein, c'est un État qui n'a ratifié aucune directive du Bureau international du travail. Bon, un État qui ratifie aucune déclaration des droits de l'homme et qui refuse de transcrire les directives de l'OIT, bah, c'est un État réactionnaire, patronal, fasciste, dictatorial. Bon, donc ça pose quand même un problème. En plus, cet État-là, vous n'avez pas le droit, c'est un État dans lequel vous n'avez pas le droit d'être non catholique. Il n'y a pas de non catholique à l'État du Vatican. Oui, enfin, là, je ne parle pas de la doctrine, hein, mais je parle du... Deuxièmement, c'est un pays dans lequel il est interdit d'être syndiqué, il est interdit de faire grève,
Hein. Donc, si vous additionnez, c'est pas un État qui reconnaît les droits de l'homme, c'est pas un État qui reconnaît le droit social, c'est pas un État qui permet le droit de se syndiquer librement et le droit de faire grève, bah, c'est un État fasciste. Donc alors, on en revient au point de départ. Bah, quand on met les drapeaux de la République en berne pour saluer la disparition d'un chef de cet État-là, bon, bah, pourquoi pas le mettre pour Pinochet aussi, hein. Bon, donc on voit bien que ça pose toute une série de questions et que c'est une pure hypocrisie. Donc c'est intéressant de voir que les violations de la laïcité, quand par exemple on finance l'Église catholique à 97% de son enseignement, de l'enseignement privé qui est l'enseignement catholique, quand on met 10 à 12 milliards par an pour l'enseignement catholique, l'enseignement catholique, c'est pas un enseignement comme ça. L'Église, vous étudiez les textes, l'enseignement catholique fait partie du magistère et fait partie du prosélytisme et des œuvres de l'Église catholique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toujours des conflits au sein de l'Église catholique, parce qu'à un moment donné, vous avez les directeurs des OGEC, qui sont les organismes de gestion de l'enseignement catholique, qui à un moment donné, veulent faire du fric, veulent avoir de la clientèle, veulent faire toute une série de choses. Donc ils se disent, ça vient régulièrement, on va mettre un peu le côté catholique un peu sous la table, puis on va mettre en avant la discipline, les ouvertures, tout ce qu'on veut, pour essayer d'attirer le client. Bon, régulièrement, la Conférence des évêques de France indique l'enseignement catholique, c'est une œuvre missionnaire. Et on ne veut pas, l'objectif n'est pas qu'elle se développe en soi, qu'elle conquiert des parts de marché pour faire du pognon. Il faut conquérir des parts du marché pour évangéliser le peuple et les enfants du peuple. C'est ça l'objectif. Donc c'est pas du tout, comment dirais-je, une mission commerçante et commerciale, même s'il y a cet aspect-là. Mais eux, c'est pas tellement le problème du pognon, puisque de toute manière, l'État paye. Hein, donc, quand vous versez l'État, les collectivités territoriales, communes, départements et régions, quand vous versez 12 milliards, ils peuvent faire un peu, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Donc, c'est une violation. Le financement des cultes est une violation de la loi de séparation des églises et de l'État, et bien évidemment, ça remet en cause l'égalité, la laïcité. Par exemple, la négation de la séparation, c'est le concordat, et la survivance du concordat, c'est le statut clérical de l'Alsace-Moselle, sont reconnus et financés les deux cultes protestants, le culte juif et le culte catholique, et puis se pose le problème, et les bouddhistes, et les musulmans. Bon. Donc pourquoi, quand on est en Alsace-Moselle, selon qu'on est de telle ou telle religion ou pas de religion du tout, on est traité différemment. Donc en Alsace-Moselle, du point de vue de la liberté de conscience, il n'y a pas d'égalité des citoyens devant la loi, puisque certains sont reconnus et financés et d'autres pas. Bon. Donc la seule solution, bien évidemment, c'est la non-reconnaissance de tous les cultes pour assurer la véritable égalité et le respect de la liberté de conscience. Autre aspect qui, d'une certaine manière étonnante et très intéressant, mais revient dans le débat aujourd'hui, c'est la question du contenu de la laïcité et de la séparation des églises et de l'État. Il faut se rappeler qu'à l'époque, on raconte maintenant n'importe quoi, on dit c'est le petit père Combes qui a fait la séparation des églises et de l'État. Bon, Combes était contre la séparation des églises et de l'État. D'ailleurs, il a chuté à cause de ça. Il était contre parce que lui, il était pour le maintien du concordat pour contrôler les églises, l'église catholique. Et il avait cette formule qui était juste d'ailleurs, qui paye commande. Et lui ne voulait pas du tout, le petit père Combes, de la séparation des églises et de l'État parce que l'État perdait pour lui le seul moyen de contrôle et de pression sur l'église. Bon. Les autres n'étaient pas du tout d'accord avec ça, ils étaient sur une conception plus libérale au bon sens du terme, c'est-à-dire de liberté. Il faut séparer la religion, les églises de l'État. La laïcité est une affaire publique, la religion est une affaire privée. Bon, alors que le concordat, tout était mélangé. Et il y a un débat qui va être extrêmement puissant à ce moment-là dans l'Assemblée nationale. Moi, je vous invite à lire. J'ai fait ça pour le travail que j'ai fait. J'ai lu les 1000 pages de débat parlementaire de l'Assemblée nationale sur la question du vote et du débat sur la loi de 1905. C'est fantastique. C'est l'idée. Même les plus réactionnaires et les plus calotins, comment dirais-je, c'est des génies à côté des lobes-du qu'on a aujourd'hui à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, à l'époque, et c'est ce qui fait qu'on est un peu
beaucoup même contre la Ve République, c'est qu'à l'époque, le lieu du pouvoir, c'est l'Assemblée nationale. Hein. Et donc, les partis envoient les meilleurs à l'Assemblée nationale. Bon. Et on a critiqué la Troisième République en disant que c'était instable, il n'y avait aucune instabilité, parce que le lieu du pouvoir, c'était pas le gouvernement, le lieu du pouvoir, c'était l'Assemblée nationale. Et là, il y avait des majorités stables. Bon. Aujourd'hui, il ne viendrait à l'idée à personne d'envoyer comme meilleur représentant à l'Assemblée nationale. Bon, on se réserve pour le gouvernement. Ou pour la présidence de la République. Donc à l'Assemblée nationale, si vous voulez, Christian Jacob, président du groupe Les Républicains, c'était inconcevable qu'un Bénet pareil soit président d'un groupe en 1905. Hein. Bon, et puis on peut appliquer ça à tous les groupes. Il y a un débat sur quel est le contenu de la loi. Est-ce que c'est une loi qui sépare? Est-ce que c'est une loi de liberté? Ou est-ce que c'est une loi de répression? Est-ce que c'est une loi laïque ou est-ce que c'est une loi athée? Et là, il y a l'alliance d'Aristide Briand, de Ferdinand Buisson, de Jean Jaurès pour dire c'est une loi de liberté. Cette loi n'a pas objet de persécuter les cultes et principalement l'Église catholique. C'est une loi qui organise le divorce entre l'Église catholique et la République. Et le divorce, chacun reprend sa liberté et chacun vit sa vie comme il l'entend. Bon, c'est pas une loi qui embastille la mariée ou le marié et qui lui interdit de faire ça. Face à ça, il y a un autre tenant de la libre pensée, parce que tous sont à la libre pensée, hein. Briand, Jaurès, Buisson, le débat, il est interne à la libre pensée. C'est pour ça que ça a été vraiment le centre fédérateur et organisateur du vote de la loi. Il y a Maurice Allard qui lui dit il faut déchristianiser le pays. Alors moi, déchristianiser le pays, je suis d'accord. Enfin, je ne demande pas à l'État de faire le boulot de la libre pensée. Bon, je suis pour que mes idées politiques, syndicales, philosophiques triomphent, mais je ne suis pas pour, comme disait Victor Hugo dans la loi Fallou, mettre un jésuite partout où il n'y a pas un gendarme. Bon, ça c'est le débat d'idées. Allard, lui, il est pour un État athée. Jaurès, Buisson et Aristide Briand sont pour un État laïque, c'est-à-dire que l'État ne s'occupe pas des conceptions métaphysiques des citoyens. Et c'est cette, comment dirais-je, conception qui va triompher en 1905, c'est-à-dire une loi libérale qui permet de respecter la liberté de conscience. Alors en même temps, avec des conséquences. Hein, la loi, elle est vraiment aussi dirigée contre l'Église catholique, mais comme institution. Par exemple, à l'époque, bon, d'abord les familles sont nombreuses, hein, même si les enfants meurent beaucoup, et bon, on connaissait que dès que les familles avaient un peu de bien, bon, le bien allait au premier, à l'aîné, bon, le deuxième, il faisait curé, et le troisième, il faisait militaire. Bon, ça en faisait déjà comme ça de caser, quoi. Bon. Bien évidemment, à partir du moment où la République, comment dirais-je, ne salarie plus les prêtres, les pasteurs et les rabbins, déjà, la carrière ecclésiastique en prend un sacré coup. Hein. Parce que beaucoup rentraient dans la carrière ecclésiastique parce que c'était rémunéré et payé et qu'on était assimilé à des fonctionnaires. À partir du moment où ça devient tout à fait désintéressé, ça devient inintéressant. Puisque c'est quand même donc ça porte quand même un coup sur la question de le non-financement des prêtres et des religieux porte quand même un coup, mais dans un cadre qui est un cadre, comment dirais-je, de liberté. Donc, de ce point de vue-là, il y a une séparation, il y a un divorce, et chacun doit vivre sa vie. Aujourd'hui, quand vous regardez le débat, par exemple, qui a lieu sur la question de l'islam en France, bon, on vous explique n'importe quoi, on utilise l'islam, les menaces terroristes, les menaces de radicalisation, en disant islam, musulman, arabe, tout ça c'est contre la laïcité, ils sont pas de chez nous, ils n'ont pas la même conception que nous, bon, donc bien évidemment, il faut les réprimer. Et on raconte une histoire, bon, l'Église catholique, elle s'est ralliée à la laïcité. Donc, comme l'islam est intrinsèquement contradictoire avec la démocratie et la laïcité, eh ben, il faut prendre des mesures très, très particulières. Or, toutes les religions se valent, hein, et l'islam est pas moins ou pas plus incompatible avec les valeurs de la République que ne l'était l'Église catholique à un moment donné. Bon, si l'Église catholique a fait mine, parce que c'est faire mine, et semblant de se rallier à la démocratie, à la République et à la laïcité, c'est parce qu'on leur a tapé dessus et qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Hein. En 1792, 92-93, il y a le fameux toast de l'archevêque d'Alger,
hein, qui, recevant l'escadre royale, enfin, qu'on appelait ça la royale, mais l'escadre de la marine française, porte un toast à la République. Et tout le monde a dit « Oh, l'Église se rallie à la République, c'est merveilleux et tout ». Ce que dit l'Église à ce moment-là, c'est que, pendant 100 ans après la Révolution française, ils n'ont pas réussi à faire tourner la roue de l'histoire à l'envers. Ils ont essayé, ils ont été de tous les complots, de toutes les opérations politiques contre la Révolution, contre la République, contre tout ça. Puis à un moment donné, au bout de 100 ans, ils s'aperçoivent que, comment dirais-je, ça n'a pas marché. Et c'est là qu'ils font, en 1891, la fameuse encyclique Rerum Novarum, qui est en fait une doctrine sociale pour dire aux bourgeois, aux patrons et aux capitalistes, regardez, on pourrait trouver un accord ensemble, nous on domine les ouvriers, on empêche la Révolution, et puis on retrouve une place dans l'État. C'est ça le ralliement de l'Église à la République. Bien. Donc, il a fallu taper sur l'Église catholique pour la contraindre à reculer. Dès qu'elle a eu l'occasion, l'Église catholique, de reprendre sa revanche, en 1940, ça n'a pas raté. Alors, pour un ralliement à la République et à la démocratie, ça se posait quand même un peu là. Dès qu'elle a eu... Après, ils n'ont pas eu de peau, le régime de Vichy n'a pas tenu, donc ils ont été obligés de reculer, tout ça. Et puis dès qu'ils ont repu, ils ont repris la loi de Bray, c'était une loi de revanche du cléricalisme et de l'Église catholique contre l'école publique. Donc dès qu'ils peuvent, l'enseignement catholique, dès qu'ils peuvent récupérer des parts de marché, des financements, reprendre une place dans la sphère publique, une place dans la société et dans l'État, ils n'hésitent pas. Donc ça n'est pas ni plus ni moins incompatible qu'avec l'islam. Donc le problème qu'il faut faire, c'est qu'il faut taper sur la tête de l'islam. Et il faut les contraindre, comment dirais-je, à respecter les lois de la République, avec cette particularité un peu étrange, enfin un peu particulière, c'est que c'est pas non plus, comment dirais-je, n'importe qui qui est musulman dans ce pays. Hein. Bien sûr, il y a les princes du Qatar et l'Arabie Saoudite, mais enfin, ça ne constitue pas la majorité du corps social des musulmans. C'est quand même des gens qu'on a exploités. Et là, c'est très intéressant. On va faire un colloque bientôt, le 16 avril, sur islam et laïcité. On va rappeler quand même que la loi de 1905, elle avait prévu d'étendre la séparation dans les 3 départements d'Algérie. Parce qu'on vous raconte maintenant, il n'y avait pas l'islam en France à l'époque, or il n'y avait pas de musulmans dans la France, donc c'est pour ça que ça n'a pas été appliqué. C'est pas vrai. À l'époque, en 1905, il y avait 10 millions de musulmans dans la République française. 2 fois plus que ce qu'il y a actuellement. Bon. Et l'article 44 de la loi, comme on dirait, disait très clairement qu'il fallait étendre la loi de séparation au culte musulman et dans les 3 départements d'Algérie. Parce qu'on nous a expliqué, l'Algérie c'est la France, donc les 3 départements c'était la France. Bon. Or, quand on relit l'histoire, on s'aperçoit qu'en fait, qui a refusé d'étendre la loi de séparation des églises et de l'État aux 3 départements d'Algérie, donc aux 10 millions de musulmans? C'est d'abord l'État, c'est les pieds noirs, c'est les colonisateurs, c'est les capitalistes, parce que ça leur convenait beaucoup mieux de garder le statut de l'indigénat, qui permettait que les imams, contrôlés et financés par l'État français, contrôlent les populations algériennes pour maintenir le truc. Donc c'est quelque chose de tout à fait réactionnaire. Et quand on regarde tous les indépendantistes, tous les nationalistes, alors d'abord les nationalistes, dans l'ordre, qui sont devenus après, pour des raisons historiques et politiques, des indépendantistes, tous les grands leaders nationalistes et indépendantistes algériens, tous, sans aucune exception, ont demandé l'application de la loi de séparation des églises et de l'État en Algérie. Même la conférence des oulémas, des imams algériens, demandait l'application de la loi de séparation des églises et de l'État. Donc c'est en fait les pieds noirs, les colonialistes, tous ceux qui avaient un intérêt économique en Algérie, c'est eux qui ont refusé. Imaginons, alors moi je ne suis pas pour l'Algérie française, mais imaginons qu'on eût conféré à ces 10 millions d'Algériens les mêmes droits que les citoyens français dans tous les domaines, il est sûr qu'il y aura eu un certain nombre de choses qui seraient peut-être passées un peu différemment. Alors je ne dis pas que l'Algérie serait toujours française, c'était pas le souhait du peuple, mais enfin je veux dire, l'histoire aurait été différente. C'est parce qu'on a bien clairement signifié depuis 1830, les musulmans, les arabes sont des gens foutres et des moins que rien. Ils sont là, comme Marc Mondel avait cette expression, il disait on veut bien que les arabes lavent les voitures, on ne veut pas qu'ils les conduisent.
Donc c'est un raccourci saisissant, mais c'est le racisme et la xénophobie. Aujourd'hui, on essaye, il y a des gens qui aujourd'hui essaient de revenir sur cette conception libérale de la loi de 1905 qui dit dans la sphère publique, l'État, l'administration, les services publics sont neutres, dans la sphère privée, on fait strictement ce qu'on veut. Bon, et bien aujourd'hui, vous avez exactement le même débat. Le débat sur la burqa, le débat sur le foulard islamique dans la rue, comment dirais-je, c'est un débat qui consiste à dire, à partir du moment où il y a du monde, dans la rue c'est public. Non, dans la rue c'est privé. Dans la rue, vous avez le droit de vous trimballer et de vous balader avec un badge qui dit « Vive Dieu », ou vous vous baladez avec un badge qui dit « Dieu existe, j'ai marché dedans ». Bon, par exemple. Vous avez le droit de faire ça. Vous êtes fonctionnaire, vous n'avez pas le droit de faire ça dans vos missions de fonctionnaire. Moi, j'ai été guichetier à la Sécurité sociale pendant des années. On n'avait pas le droit d'afficher ses convictions politiques, philosophiques ou religieuses, comment dirais-je, quand on recevait du public. Le public, lui, faisait ce qu'il voulait. Parce que le public, les usagers, c'était des assurés sociaux, ils étaient de passage, comme à la Poste. À la Poste, le postier n'a pas le droit d'avoir un badge qui les affirme, ou un signe religieux. Bon, par contre, l'usager, il fait strictement ce qu'il veut. Et là, on est en train d'essayer d'infuser une conception qui est une conception liberticide de la laïcité. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas les institutions qui doivent être laïques, c'est la société qui doit être laïque. Et là, on voit par exemple une grande différence entre les États-Unis et la France, pour expliquer mon propos. En France, nous avons la grande chance que les institutions publiques sont laïques, et la société est sécularisée. C'est-à-dire qu'il y a un recul des religions. Vous prenez les États-Unis, il y a la séparation des églises de l'État, les institutions sont théoriquement laïques, par contre la société n'est pas du tout sécularisée. Bon, c'est ce qui explique la différence. Donc il ne faut pas confondre laïcité et sécularisme, c'est-à-dire le fait que l'indifférence religieuse se développe et que les points de vue démocratiques se développent. Ce n'est pas du tout pareil. Les institutions, elles sont définies, elles ont une fonction. Après, ce que pensent les gens, c'est tout à fait différent. Et là, on est en train de nous expliquer, d'essayer de faire en sorte que cette fracture, cette séparation entre la sphère publique et la sphère privée, elle n'existe plus. Tout est privé, tout est public. Bon, et vous avez, d'ailleurs c'est assez amusant, on l'a noté, enfin amusant, ça pourrait l'être, les mêmes qui vous disent les services publics doivent faire des bénéfices, ils doivent être équilibrés, ils doivent fonctionner comme des entreprises privées, les réacs, les capitalistes, et à droite comme à gauche, vous disent aussi, mais par contre, dans la sphère privée, il faut respecter la laïcité. Bon, donc, on transfère dans la sphère publique, je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, on transfère du point de vue économique les exigences du privé, mais par contre, dans le privé, on dit vous transférez les exigences qu'on a du point de vue de la neutralité métaphysique de la laïcité. Dans le privé, le privé c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas public. C'est un peu comme disait Sayez sur le tiers payant, le tiers état. Ça c'est mon rôle de sécu là. Donc le tiers état, il est tout, il est rien. Bon, il veut être tout. Bon, donc on a un peu cette conception. C'est le même débat. Et je terminerai très rapidement pour être dans mon temps. Il y a eu un débat qui a défrayé la chronique là sur Jean-Louis Bianco, Nicolas Cadenne et l'Observatoire de la laïcité. Bianco et Cadenne ont signé un texte. Nous sommes tous unis, je crois que c'est ça, et certains ont commencé à faire un procès, d'ailleurs un procès qui est un peu particulier, parce que c'est pas tellement ce qu'il y avait dans le texte qui posait problème, c'était les signataires. Bon, alors déjà c'est quand même une conception un peu particulière. Bon. Et puis deuxièmement, Bianco et Cadenne, ils ont le droit d'exprimer leur opinion, ils ont le droit d'exprimer un certain nombre de choses. Bien. Et vous avez eu des campagnes menées par Marianne, le journal. Maintenant, c'est très simple. Si vous voulez avoir un bon point de vue, vous regardez ce que dit Marianne et vous faites l'inverse. Et là, vous n'êtes pas loin de la vérité. Bon. Donc, c'est une conception liberticide et totalitaire. Valls a dit, d'ailleurs, c'est intéressant, Valls l'a dit au dîner annuel du CRIF, du Conseil représentatif des institutions juives. Il ne l'a pas dit dans la rue, il l'a dit dans ce qui est quand même une communauté religieuse, un lobby, quelque chose qui marque quand même un certain nombre de choses. Il a attaqué Bianco. Donc, pour
le fait que Bianco ait exprimé une opinion. Alors moi, Bianco, c'est pas ma tasse de thé, hein, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher. Mais l'Observatoire de la laïcité, qui a auditionné plusieurs fois la libre pensée, c'est un organisme qui n'est pas juridique, qui n'est pas judiciaire, qui n'est pas étatique. C'est-à-dire que l'Observatoire de la laïcité peut dire ce qu'il veut, ça n'a pas force de loi dans ce pays. Hein, et c'est d'ailleurs, c'est des avis qu'il donne, des conseils ou des circulaires qui rappellent le droit. C'est pas l'Assemblée nationale, c'est pas l'État, c'est pas un gouvernement. C'est un organisme consultatif qui émet des avis. Donc ça c'est important parce que Valls avait dit, c'est placé sous le Premier ministre et ça peut pas être différent de ce que dit le gouvernement. Non, c'est un organisme consultatif, il peut émettre tous les avis. Ça n'a pas force de loi, ça n'a que force de proposition. Donc de ce point de vue-là, on a voulu faire ce procès donc, à Bianco. Alors, et sur le texte, nous on s'est expliqué, le texte en question, nous sommes tous unis, la libre pensée ne l'a pas signé. Pour une raison essentielle, c'est qu'on ne nous l'a pas proposé. Ça, c'est la vérité. Parce que maintenant, vous avez des associations comme l'UFAL, par exemple, pour dire du mal. L'UFAL sort des papiers en disant « on n'a pas signé le texte ». Bien sûr que tu ne l'as pas signé, machin. On ne te l'a jamais proposé de le signer. Bon, sinon, ils l'auraient signé comme les autres, ou ils auraient fait autre chose. Donc, nous, on ne l'a pas signé parce que on ne nous l'a pas proposé. Deuxièmement, si on nous l'avait proposé, on ne l'aurait pas signé, parce que nous, on ne veut pas être avec n'importe qui. Nous, on part d'un principe, hein, l'État chez lui, l'Église chez elle. Donc on ne va pas mélanger la signature des libres penseurs avec des représentants des religions, parce que nous, notre point, on l'a écrit dans un communiqué, notre point de vue c'est celui de Pierre Desproges, hein, sur la question est-ce qu'on peut rire de tout, hein, et Desproges répondait on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui. Hein. Donc nous on peut dire ce qu'on veut, mais pas avec n'importe qui. On mélange pas les genres. Bon, ben maintenant, Bianco et Cadenne, ils peuvent avoir une expression. Si on dit, parce que il faut quand même voir ce qui a été dit, Cadenne a fait un tweet parce que Elisabeth Badinter a dit il faut avoir le courage de se faire traiter d'islamophobe. Et lui, il a fait un tweet en disant bon bah ça va pas dans le sens du débat, c'est pas comme ça qu'il faut poser les problèmes et tout ça. Immédiatement, vous avez trois personnes, Glavany, Laborde et Kessel, qui disent quel est ce nain qui ose critiquer cette grande dame. Bah, vous savez comment ça s'appelle, ça? Ça s'appelle le délit de blasphème. Au nom de quoi on pourrait critiquer tout ce qu'on veut, l'islam, toutes les religions, les laïcards et tout, et qu'on n'aurait pas le droit de critiquer Madame Badinter. On peut avoir, et c'est notre cas, du respect pour Madame Badinter, mais ses propos sont soumis à la libre critique de tout le monde. Ou alors, s'il y a des gens qui sont au-dessus de la critique, bah, dis donc, on n'est pas dans une démocratie quand même. Donc ça pose quand même des problèmes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce débat-là, c'est qu'on a agi. Valls a mangé son chapeau, il a reçu Bianco. Je vous invite à lire la revue de presse de Mediapart qui raconte ça tout à fait en détail. Et Valls a reçu Bianco en disant félicitations, continue ce que tu fais. C'est exactement l'inverse de ce qu'il a dit au dîner du CRIF. Donc ça veut dire que Hollande, comment dirais-je, lui a tiré l'oreille en disant ça va. Parce que tout le monde a bien vu une chose, c'est que tout ça n'est pas sans rapport avec le problème des primaires au Parti Socialiste. Parce que Valls, bon, on sent quand même qu'il a envie, quoi. Bon, et comme il faut être derrière Hollande, ça pose toute une série de problèmes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que là aussi, c'est constituer un bloc avec la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement, l'Union rationaliste, la libre pensée, sur des questions de principe. Hein, sur des questions, c'est une loi de liberté de conscience. Si c'est la liberté de conscience, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on a le droit de s'exprimer. Si on ne peut plus s'exprimer parce que c'est pas dans le cadre de la pensée unique, ça pose un véritable problème. C'est comme le problème de... nous sommes contre le voile et la burqa dans l'administration, dans les services publics, dans la rue, ça ne nous pose aucun problème. Bon, alors c'est pas qu'on aime ça, parce que je l'ai expliqué au banquet de Paris qu'on a fait. Moi, quand j'étais jeune, j'étais pour les cheveux longs et les mini-jupes. Hein, dire les jupes courtes, quoi, et les cheveux longs. Pas l'inverse, hein. Bon, pas les jupes longues et les cheveux courts. J'avais tendance à, et j'ai toujours tendance d'ailleurs à penser, j'espère que je choquerai personne, que les boules à zéro et les cheveux en brosse, c'était les réacs et les fachos. Bon, j'ai le droit de penser ça. J'ai le droit de penser que les cheveux longs, c'était une marque de libération, que les mini-jupes, c'était une marque de libération. Mais si je pense ça, je dois admettre que ceux qui ont un point de vue différent peuvent aussi l'exprimer. Parce que sinon, ça veut dire, je n'autorise la liberté d'expression que pour ceux qui sont d'accord avec moi.
Bah ça, c'est le premier dictateur venu fait ça. Le premier dictateur ne critique pas, laisse tous ceux qui sont d'accord avec lui s'exprimer. Le problème, c'est laisser s'exprimer ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Hein, on a cité à cette occasion la fameuse formule de Rosa Luxembourg, la liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Et bien là, on est en train de vous expliquer qu'il y aurait, comment dirais-je, une pensée unique, hein, qu'on baptise de gauche ou de droite, comme on veut, où il faudrait comment dirais-je, poser ça. Donc c'est ça qui c'est pour vous inviter à débattre. Dernière chose, pour en revenir à la loi de 1905, comme nous pensons que la question fondamentale, c'est cette séparation sphère publique, sphère privée, c'est pour ça que nous avons mis en avant la question de la loi de Bray, c'est-à-dire le refus du financement public des activités et des œuvres religieuses. Et ça a été le centre du meeting du 5 décembre. Et c'est pour ça qu'en 2016, nous avons demandé à nos fédérations, aux autres associations qui agissent avec nous, de faire l'inventaire exact des sommes qui sont détournées des fonds publics pour les œuvres religieuses. On avait fait le 100e anniversaire en 2005. Et en 2006, on avait fait le 100e anniversaire des inventaires laïcs. C'est là qu'on avait établi, toutes nos fédérations avaient travaillé, dans les communes, les départements, les régions et l'État. C'est là qu'on avait établi qu'à l'époque, il y avait 10 milliards de fonds publics qui étaient détournés des fonds publics pour financer les religions. Cette somme, d'ailleurs, n'a jamais été contestée, et c'est même, d'ailleurs, devenu la référence, quand on parle de ça, c'est la somme qu'avait définie la libre pensée. Nous voulons refaire pareil en 2016, parce que nous avons le sentiment que ces financements publics des religions ne sont pas à la baisse, mais à la hausse. Il faut savoir que, et dernière chose, il faut savoir que, par exemple, en Allemagne, il y a un impôt d'église. Cet impôt d'église date du Concordat hitlérien de 1933. On verse en France, par l'intermédiaire de la loi de Bray, autant que l'impôt d'église dû imposé par le Concordat hitlérien. Bon, donc normalement, ça devrait, comment dirais-je, interpeller le vécu d'un certain nombre de gens. Donc c'est ça, pour nous, l'actualité du combat du 110e anniversaire de la loi de séparation. Je vous remercie.